Bonjour à tous et bienvenue sur cette dernière présentation sur le FHIR et comment Intersystem va répondre à cette norme FHIR. Je me présente, je m'appelle Guillaume Rongier, ça fait 12 ans que je travaille dans l'informatique, 8 ans sur la technologie Intersystem et 3 ans dans la santé. Vous avez tous mes contacts si vous le souhaitez ici. Je vais faire la présentation, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, c'est libre. Et j'aime bien que ce soit interactif. Aujourd'hui, mon but, ça va être de vous parler de l'interopérabilité et le stockage de la donnée de santé de demain passera par la norme FHIR. Et j'ai un quart d'heure pour vous expliquer pourquoi. Pourquoi cette norme est importante? Pour vous expliquer ceci, je vais revenir un petit peu dans le passé et je vais vous parler de l'HL7V2. L'HL7V2, c'est le langage d'interopérabilité de la santé depuis les années 80. Ce langage est hospitalo-centré. Plus, il a été inventé pour les machines. Et surtout, pour l'échange d'informations de machine à machine. Cette norme a totalement oublié l'humain. C'est que cette norme n'est pas faite pour les patients, ni pour les médecins. De plus, cette norme n'a pas pensé au stockage. À aucun moment, cette norme prévoit de comment on va stocker la donnée de santé et comment elle doit être structurée. Et pour terminer, la norme HL7V2 n'est pas la norme d'Internet. Et heureusement, je vais prendre un exemple. Donc ça fait 3 ans que je travaille dans l'informatique, en santé. Et pour me présenter l'HL7V2, j'ai mon collègue David Hancock qui me dit « Guillaume, imagine si jamais Internet était sur le protocole HL7V2, pour naviguer sur un site web, tu serais obligé de télécharger l'entièreté d'Internet sur ton téléphone et ensuite d'aller visiter un site web. » On voit bien que l'HL7V2 n'est pas du tout adapté aux technologies modernes. Et c'est pour ça la réponse à ces 3 problématiques qui sont l'hospitalo-centré, le stockage et la non-modernité par rapport à l'Internet, c'est le FHIR, pour Fast, Healthcare, Interoperability, Resources. C'est quoi le FHIR? C'est un modèle de stockage de données, un standard international en API REST. Si vous ne connaissez pas les API REST, c'est simple, c'est tout l'Internet. L'Internet entier marche à travers des API REST. Et ensuite, il est patient-centrique. C'est enfin, on met le patient au centre de l'information et on a un 360 autour du patient. Comment Intersystem va répondre à cette nouvelle problématique? Même pas cette problématique, comment Intersystem répond à la norme FHIR? On va y répondre en 3 points. Premier point, sans rupture. On croit au FHIR, mais il ne va pas remplacer du jour au lendemain toute l'informatique en santé. Donc on doit encore avoir une compatibilité avec l'existant. L'existant, c'est l'HL7V2, et donc on va proposer des convertisseurs automatiques HL7V2 vers FHIR. Et voir dans certains cas l'inverse, FHIR vers HL7V2. Ensuite, la norme FHIR, bien sûr, c'est du stockage. Donc on va y répondre avec un stockage performant, conforme, on-premise ou SaaS. Et pour terminer, le FHIR, je vais faire une petite parenthèse technique, le FHIR est un modèle de stockage documentaire. Pour faire de l'analytique, le documentaire, c'est pas pratique. Et pour ça, on va projeter le documentaire vers du SQL qui va rendre le FHIR compatible avec de l'analytics. L'analytics, c'est le fait de pouvoir créer des cohortes de patients, de pouvoir analyser un ensemble de personnes. C'est une vision macroscopique. Premier exemple, l'HL7V2 vers FHIR. Chez Intersystem, on croit au FHIR, donc on va essayer de faire avancer cette flèche le plus possible. C'est qu'on a eu l'heure de gloire de HL7V2, et dans la réalité, en fait, on est là. Nous, on aimerait déjà qu'on soit là, et dans 2 ans, qu'on soit là-bas. C'est que le but, le FHIR vient de démarrer, mais qu'on le pousse encore plus loin, et qu'on décale cette flèche. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, voici de l'HL7V2. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est des fichiers pleins, avec des en-têtes de ligne. Chaque en-tête de ligne définit le type de ligne. La plus importante, c'est la première ligne qui définit l'ordre des lignes.
Là, typiquement, on est sur une admission d'un patient. Juste pour vous donner une idée à quoi ressemble l'HL7V2. Le Fire, c'est du JSON. Voilà à quoi ça ressemble. Ça vous paraît compliqué, mais je vous garantis que c'est l'avenir et c'est le futur. Et on comprend bien que de passer de ça à ça, ça peut être très compliqué. Et nous, on vous dit que c'est facile. Alors, vous n'êtes pas obligé de nous croire sur parole. Et pour ça, j'ai des preuves. Je vous ai préparé une démo. Elle est sur mon ordinateur. Ici, j'ai ce qu'on appelle un Swagger. C'est une définition d'API REST. Et dans cette API REST, j'ai deux grandes catégories. La première catégorie, c'est de l'HL7V2 vers Fire et aussi du Fire vers l'HL7V2. On va faire deux exemples. Là, j'ai une admission et je vais transformer cette admission qui, par exemple, cette personne a une allergie à la pénicilline. Donc ça va montrer qu'on va créer le patient, on va créer la ressource allergie et on va lier la ressource allergie au patient. Il y a aussi des observations, des diagnostics qui vont être créés. Je lance, hop là, ça y est, j'ai mon bundle. Il m'a créé l'organisation où était le patient, m'a créé le patient, son adresse, ses noms, un petit peu plus loin, j'ai ses noms. Et si on va encore plus loin, on va retrouver son allergie. On peut faire aussi l'inverse. Là, j'ai un bundle Fire avec un patient, avec énormément d'observations associées à ce patient. Je clique et j'ai l'HL7V2 avec toutes les observations et la complétude de ce patient. Même ce patient, donc je crée une admission à travers tout le dossier patient Fire. Et dans son admission, on ne le voit pas très bien sur cet écran, mais il y a une petite notification comme quoi ce patient a peut-être le Covid. Et on l'a retrouvé dans le bundle Fire et on a réussi à le transformer en ADT pour que les systèmes legacy puissent comprendre la modernité. Deuxième axe, ça va être le stockage. Sur le stockage, je vous présente cette fresque pour introduire le stockage. J'adore cette fresque. C'est lorsqu'on a commencé à réfléchir sur l'implémentation du Fire, on avait un artiste qui était là pour nous écouter et prendre des notes. Et de toutes ces notes, il en a sorti une fresque. Et j'adore cette fresque parce qu'il y a plein d'anecdotes à droite à gauche. J'adore. Déjà, est-ce qu'un zèbre, c'est un zèbre avec des rayures blanches ou avec des rayures noires? On se posait des questions. Dans les années 80, on avait les ordinateurs. Il n'y avait que 2 ordinateurs qui communiquaient ensemble. Dans les années 2010, on a plus de 80 ordinateurs qui communiquent ensemble. Les problématiques ont changé, ont évolué. Sur le Fire, les implementation guides, on y pense, les profils pour profiler le Fire, etc. Voilà, on a pris plein de notes, j'adore l'art et je trouve que c'est une petite œuvre d'art en elle-même. Sur notre stockage, on aime l'art et on aime aussi la simplicité d'utilisation. Et donc là, typiquement, la réponse au Fire, je vais vous présenter le modèle SaaS. On est sur Amazon. Sur votre compte Amazon, vous cliquez Intersystem Fire Server, vous vous liez, et vous arrivez sur une page comme celle-ci. On va pouvoir créer un déploiement. Je ne vais pas vous expliquer le déploiement, c'est très simple. On choisit la région, on prend la région Paris, on est HDS, c'est merveilleux, on est haute disponibilité. Je vous montre ça pour une raison. On fait des hackathons et lors des hackathons, on rencontre des étudiants et des étudiants notamment qui ne connaissent pas forcément très bien la norme Fire. Par contre, ils connaissent très bien les API REST. Et là, ce qu'on a fait, c'est pour que les personnes puissent s'approprier la norme Fire, on a implémenté toute la définition. Et donc ici, ils ont toute la définition des objets, des ressources, des structures, comment ils peuvent interagir avec le serveur. Donc c'est des aides pour accélérer l'adoption du Fire sur les nouvelles générations et même les anciennes générations qui ont fait tout le temps de l'HL7V2 et qui veulent découvrir le Fire d'une manière élégante. Dernier point de ma présentation. On va reparler du Fire. Donc on a dit que c'était des ressources qui interagissaient entre elles. Par exemple, j'ai une ressource patient, j'ai des observations, sa pression sanguine, est-ce qu'il a fumé, il est en lien avec un practitioner, qui le practitioner est lié à un hôpital. Et voilà, je rappelle,
le Fire, c'est patient-centrique, on a le patient au centre et on a sa vision 360 autour de ce patient. On l'a vu aussi tout à l'heure, le Fire est représenté sous forme d'arbre et projeté en JSON. Et je vous garantis qu'un JSON, pour un data scientist ou faire de l'analytique, c'est l'enfer. Il ne va pas y arriver. Et pour ça, on propose toutes les petites bulles là que vous voyez, en fait, c'est des JSON. C'est des JSON liés les uns avec les autres. Et nous, on vous propose de prendre tous ces JSON et de les projeter sous forme de tableau. Donc, au lieu d'avoir un modèle objet, on va avoir un modèle sous forme de tableau. Pour vulgariser, c'est un peu des tableaux Excel, qui peuvent être très gros, mais ça va aider l'analytique, ça va aider l'IA, ça va aider à poser des questions complexes sur des ressources Fire. Typiquement, en Fire, c'est très complexe de demander quels sont tous les patients âgés de plus de 60 ans qui ont été atteints du Covid. C'est quasiment impossible de l'avoir en Fire. Par contre, c'est très simple avec des tableaux. Même chose, vous n'êtes pas obligé de me croire sans parole. Et pour ça, j'ai une preuve. Je vous présente le Fire SQL Builder. Donc, ici, on va pouvoir rentrer un repository Fire et appliquer une nouvelle transformation. Donc la transformation, là je vais l'appeler T3. Je prends mon modèle Fire et on remarque déjà une chose. C'est qu'on a analysé le repository Fire et on a listé toutes les ressources disponibles. La norme Fire en compte 500, mais là on va prendre que les ressources qui sont présentes dans le repository. On a les patients, les observations, les care. Déjà, on a déjà une idée macroscopique de notre repository Fire. Ensuite, si je clique sur le patient, on va voir tous les champs qui appartiennent au patient et quels sont les types de champs. Parce qu'on a vu que c'était des objets, et les objets peuvent inclure d'autres objets, voire même pire, des listes d'objets. Et on va vouloir éventuellement aplatir ce modèle pour pouvoir l'intégrer dans un tableau. C'est ça l'objectif. Donc on va prendre un patient, on va prendre son genre, et on va ajouter son genre dans la table patient. En dessous, maintenant j'ai la table patient, son genre. On va aller un petit peu plus loin, et on va prendre son nom. Et là, son nom, la pop-up a un petit peu changé. Parce que dans la norme Fire, le nom, c'est une liste de noms. Parce que dans notre vie, on peut se marier, on peut changer de nom pour des raisons X ou Y. Et la norme Fire l'a déjà prévu. Donc comme c'est un tableau, il nous propose, est-ce que tu veux aligner sur une seule table le tableau et donc ne prendre qu'un seul élément, ou on crée une table fille, et comme ça on aura deux tables, la table des noms et la table des patients, et la table générale du patient. Là, on va l'aplatir. On va prendre use, family, given et son préfixe. J'ai aplati le patient. Et je peux faire la même chose avec d'autres ressources. Et après, je vais pouvoir faire des jointures entre les ressources, etc. On va voir ce que ça donne en SQL. Ici, si j'exécute, je me reconnecte. Table. J'ai ma table patient, ici, avec son nom de famille, et je les ai tous à plat. Je vais vous montrer une petite chose en plus. Donc là, j'ai 12 lignes. Vous allez voir. Sur un norme Fire, je peux toujours interagir avec des API. Et là, je vais relancer un appel à une API et je vais ajouter un nouveau patient. Qu'est-ce qui va se passer dans ma projection SQL? J'ai 12 patients. Bien maintenant, j'en ai 13. C'est-à-dire que votre analytique est toujours interopérable. La donnée n'est pas déplacée, elle est toujours au même endroit et en fait on la regarde sous un nouvel angle. Donc vous avez la puissance de l'analytique, de pouvoir faire de l'analyse populationnelle tout en restant interopérable. C'est ça la réponse d'Intersystem au Fire. C'est en 3 étapes. Sans rupture, stockage, analytics. C'est la fin de ma présentation. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Avez-vous des questions? Non? Bien, merci pour votre écoute. À bientôt.